Imaginez une ville qui n'existait pas. Pas de terre ferme, pas de fondation solide, pas de route menant quelque part. Seulement des îlots boueux émergeant à peine au-dessus d'une lagune salée, battue par les vents de l'Adriatique. Des marécages où personne ne voulait vivre. Un territoire que les Romains eux-mêmes avaient jugé inutile, trop hostile, trop pauvre. Et pourtant, sur ces îles oubliées, allait naître l'une des puissances les plus extraordinaires de l'histoire européenne. Une république qui dominerait les mers pendant plus de 1000 ans. Un empire commercial sans empereur. Une démocratie aristocratique qui ferait trembler les rois. Comment des réfugiés dans la boue ont-ils construit la ville la plus riche d'Occident ? Pourquoi Venise a-t-elle survécu là où d'autres empires maritimes ont sombré ? Qu'est-ce qui rendait cette république si différente, si redoutable, si fascinante ? Cette histoire commence par une fuite, par la peur, par des hommes et des femmes qui couraient pour sauver leur vie. Au 5e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident agonisait. Les légions ne protégeaient plus les frontières. Les villes brûlaient les unes après les autres sous les coups des peuples barbares. Les Visigoths, les Huns, les Ostrogoths déferlaient sur l'Italie comme des vagues successives. Les habitants des cités côtières de la Vénétie, ces terres fertiles du nord-est italien, voyaient leurs maisons pillées, leurs temples détruits, leurs familles massacrées. Ils n'avaient qu'une option, fuir. Mais où aller quand toute la terre ferme est envahie ? Ils regardèrent vers l'est, vers cette lagune inhospitalière que personne ne voulait, vers ces îles de boue et de roseaux où les loups de mer ne viendraient jamais les chercher. Les premières familles s'installèrent sur les îlots les plus élevés, Torcello, Murano, Rialto, des noms qui ne signifiaient rien encore. Elles construisirent des cabanes sur pilotis, enfoncées profondément dans la vase. Elles pêchaient, récoltaient le sel, survivaient. Pendant 2 siècles, ces réfugiés restèrent invisibles. Ils n'avaient ni armée, ni muraille, ni cathédrale imposante. Ils vivaient entre 2 mondes, trop loin de la mer ouverte pour être de vrais marins, trop éloignés de la terre pour être des paysans. Mais cette position intermédiaire allait devenir leur plus grande force. La lagune elle-même était leur forteresse. Les chenaux changeants, les bancs de sable mouvants, les marées imprévisibles rendaient toute attaque extérieure presque impossible. Seuls ceux qui connaissaient les passages secrets pouvaient naviguer dans ces eaux. Les Vénitiens apprirent à lire la lagune comme d'autres lisaient les étoiles. Chaque courant, chaque reflet de lumière sur l'eau, chaque vol d'oiseaux leur donnait des informations. Ils devinrent les maîtres d'un labyrinthe aquatique que personne d'autre ne comprenait. Au 7e siècle, quelque chose changea. Ces communautés dispersées commencèrent à se coordonner. Elles élirent un chef commun, un dux, un duc en latin, que les Vénitiens appelleraient plus tard le doge. Le premier doge de Venise fut probablement élu vers l'année 697. Son nom était Paoluccio Anafesto, bien que certains historiens doutent de son existence réelle. Ce qui importait, ce n'était pas l'homme, mais l'idée. Les Vénitiens avaient décidé de s'unir, de créer une entité politique commune. Ils n'avaient pas de roi par droit divin. Ils n'avaient pas de dynastie héréditaire. Ils avaient un magistrat élu, choisi par les grandes familles, responsable devant elles. C'était déjà une forme primitive de république, même si le mot république ne serait utilisé que bien plus tard. Mais écouter cette histoire comme si Venise avait toujours été destinée à la grandeur serait une erreur. Pendant des siècles, la jeune cité resta fragile, coincée entre 2 géants, l'Empire byzantin à l'est et le royaume lombard puis franc à l'ouest. Les Vénitiens jouaient sur les 2 tableaux. Ils se proclamaient sujets de Constantinople, l'héritière de Rome, et recevaient en échange des privilèges commerciaux. Mais ils commerçaient aussi avec les Lombards, puis avec Charlemagne.
Cette diplomatie du double jeu deviendrait une marque de fabrique vénitienne. Jamais entièrement fidèle, jamais totalement traître. Toujours en équilibre, toujours en train de calculer le meilleur profit. L'année 828 marqua un tournant symbolique majeur dans l'identité vénitienne. Deux marchands, Buono da Malamocco et Rustico da Torcello, volèrent les reliques de saint Marc l'Évangéliste à Alexandrie en Égypte. Selon la légende, ils cachèrent les ossements sous des couches de viande de porc pour tromper les gardes musulmans qui ne touchaient pas cette viande impure. Vrai ou fausse, cette histoire révèle quelque chose d'essentiel sur Venise. La capacité à mêler sacré et commerce, piété et ruse, foi et profit. Saint Marc devint le saint patron de la cité. Le lion ailé, son symbole, orna bientôt tous les édifices publics, tous les navires, tous les drapeaux vénitiens. Venise n'était plus seulement une collection de réfugiés dans la boue. Elle avait un protecteur céleste, une identité, une ambition. Construire dans la lagune exigeait des techniques que personne d'autre ne maîtrisait. Il n'y avait pas de pierre locale, pas de carrière. Tout devait être importé. Les Vénitiens développèrent un système de fondation unique au monde. Ils enfonçaient d'abord des milliers de pieux en bois de chêne, d'orme ou de mélèze dans la vase, jusqu'à atteindre une couche d'argile compacte appelée caranto. Ces pieux, immergés dans l'eau salée sans oxygène, se fossilisaient et devenaient durs comme la pierre. Au-dessus, ils posaient des plateformes de planches de mélèze, puis des couches de briques et de pierres d'istrie, une roche blanche résistante au sel. Chaque palais, chaque église, chaque entrepôt reposait sur cette forêt inversée de bois pétrifié. La ville entière flottait sur des millions de troncs enfoncés dans la boue. C'était une prouesse technique constante, un défi permanent à la nature. L'eau n'était pas seulement une protection, c'était une route. Pendant que l'Europe médiévale s'enlisait dans le système féodal, où les seigneurs contrôlaient la terre et les paysans, Venise inventait autre chose. Une économie entièrement tournée vers la mer. Pas de fief, pas de chevaliers, pas de châteaux fortifiés dans l'arrière-pays. Seulement des navires, des entrepôts, des comptoirs. Les Vénitiens ne produisaient presque rien eux-mêmes. Ils achetaient, transportaient, vendaient. Ils étaient les intermédiaires entre l'Orient et l'Occident, entre Byzance et Rome, entre le monde musulman et le monde chrétien. Cette position de pont commercial leur donnait un pouvoir immense. Au Xe siècle, Venise commença à affirmer sa domination sur l'Adriatique. Les pirates narentans, basés sur la côte dalmate, attaquaient régulièrement les navires marchands. Le doge Pietro Orseolo II monta une expédition punitive en l'an 1000. Il écrasa les pirates, soumit les villes côtières de Dalmatie et obtint le titre symbolique de duc de Dalmatie. Chaque année, le jour de l'Ascension, Venise célébrait cet événement par une cérémonie spectaculaire, le mariage de la mer. Le doge montait sur un navire d'apparat, le Bucentaure, naviguait jusqu'à l'entrée de la lagune et jetait un anneau d'or dans les vagues en prononçant les mots « Nous t'épousons, ô mer, en signe de notre domination véritable et perpétuelle. » Ce rituel n'était pas qu'une mise en scène, c'était une déclaration politique. Venise se proclamait maîtresse de l'Adriatique. Elle exigeait que tous les navires étrangers paient des droits de passage. Elle interdisait toute autre marine de guerre dans ses eaux. L'Adriatique devenait un lac vénitien. Mais comment une ville sans territoire agricole pouvait-elle nourrir sa population croissante ? Comment pouvait-elle construire une flotte sans forêt pour le bois ? Les Vénitiens trouvèrent la réponse dans le commerce et la diplomatie. Ils importaient du blé d'Égypte, de Sicile, de la mer Noire. Ils achetaient du bois de construction en Dalmatie, en Istrie, dans les Alpes. Ils dépendaient entièrement des échanges. Cette dépendance les rendait vulnérables, mais aussi extrêmement habiles en négociation.
Ils savaient qu'une guerre mal calculée pouvait couper leur route commerciale et affamer la ville en quelques mois. Alors ils préféraient acheter leurs ennemis, corrompre leurs rivaux, diviser leurs adversaires. La guerre était un dernier recours. Le profit était toujours prioritaire. Les croisades transformèrent Venise en superpuissance. Quand le pape Urbain II appela à la première croisade en 1095, Venise hésita. Aider les chrétiens à reprendre Jérusalem aux musulmans? Pourquoi pas? Mais d'abord, négocier les termes. Les Vénitiens ne partaient jamais en guerre pour Dieu seul. Ils voulaient des contreparties concrètes. Quartiers commerciaux dans les villes conquises, exemption de taxes, privilèges juridiques pour leurs marchands. Quand les croisés prirent Jérusalem en 1099, les Vénitiens étaient là. Non pas avec des chevaliers en armure, mais avec des navires pleins de ravitaillement, de matériel, d'armes. Ils se firent payer grassement. Ils obtinrent des comptoirs à Acre, à Tyr, à Jaffa. Le commerce avec le Levant explosa. La 4e croisade, en 1204, révéla la vraie nature de Venise. Le vieux doge Enrico Dandolo, aveugle mais rusé, accepta de transporter l'armée croisée vers l'Égypte en échange d'une somme colossale. Les croisés ne purent payer. Dandolo proposa un marché. Au lieu d'aller en Égypte, pourquoi ne pas d'abord attaquer Zara, une ville chrétienne de Dalmatie qui s'était rebellée contre Venise? Les croisés acceptèrent. Zara fut prise et pillée. Puis Dandolo proposa une deuxième déviation. Pourquoi ne pas aider un prétendant byzantin à reconquérir Constantinople, en échange de promesses d'or et de soutien militaire? Les croisés acceptèrent encore. Ils attaquèrent Constantinople, la plus grande ville chrétienne du monde, capitale de l'Empire byzantin. Le 13 avril 1204, après un siège brutal, les croisés prirent la ville d'assaut. Ce qui suivit fut l'un des pillages les plus dévastateurs de l'histoire. Les soldats massacrèrent, violèrent, détruisirent. Les églises furent profanées, les reliques volées, les trésors emportés. Venise récupéra une part énorme du butin. Les 4 chevaux de bronze qui ornent aujourd'hui la basilique Saint-Marc viennent de l'hippodrome de Constantinople. Des tonnes de manuscrits grecs, d'icônes, de joyaux furent chargés sur les galères vénitiennes. Mais surtout, Venise obtint des territoires. 1/4 de l'Empire byzantin selon le traité de partage. La Crète, l'Eubée, des îles dans la mer Égée, des ports stratégiques. Venise n'était plus seulement une cité marchande. Elle était devenue un empire territorial. Pourtant, la République ne voulait pas vraiment de territoires lointains. Elle voulait des points de contrôle commerciaux, des escales pour ses navires, des entrepôts pour ses marchandises, des bases pour sa flotte. Les îles de la mer Égée, par exemple, n'étaient pas colonisées pour exploiter leurs ressources agricoles, mais pour sécuriser la route vers la mer Noire, où Venise achetait du blé, des esclaves, des fourrures. La Crète servait de grenier et de poste avancé contre les pirates. Chaque acquisition était calculée en termes de profit et de logistique. Les Vénitiens n'avaient pas d'idéologie impériale. Ils n'essayaient pas de convertir les peuples conquis à leur mode de vie. Ils installaient des gouverneurs, prélevaient des taxes, protégeaient les routes maritimes et laissaient les populations locales vivre comme avant, tant qu'elles payaient. La rivalité avec Gênes devint inévitable. Les 2 républiques maritimes italiennes se ressemblaient trop pour coexister pacifiquement. Gênes contrôlait la Méditerranée occidentale, Venise la Méditerranée orientale. Mais leurs zones d'influence se chevauchaient en mer Noire, en mer Égée, au Levant. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, elles se livrèrent une série de guerres acharnées. Ces conflits étaient totaux. Des batailles navales gigantesques opposaient des centaines de galères. Des sièges ruinaient des villes entières. Des alliances changeaient constamment. Byzance, Gênes, Venise
formaient des coalitions qui se défaisaient et se reformaient au gré des intérêts. En 1294, la bataille de l'Ajaccio vit la flotte vénitienne être détruite par les Génois. En 1298, Gênes prit sa revanche à Curzola et captura même le célèbre voyageur Marco Polo qui dicta le récit de ses voyages en Chine pendant sa captivité. La guerre dura jusqu'en 1381, quand Venise et Gênes s'épuisèrent mutuellement lors de la guerre de Chioggia. Les Génois avaient réussi à pénétrer dans la lagune vénitienne et à occuper Chioggia, une ville à quelques kilomètres seulement de Venise. Pour la première fois, la République était assiégée chez elle. La panique gagna les patriciens. Certains parlaient de négocier la reddition, mais le doge Andrea Contarini refusa. Venise mobilisa toutes ses ressources, coula des navires chargés de pierres pour bloquer les chenaux, affama les Génois piégés dans Chioggia et finit par les forcer à capituler. La paix de Turin, en 1381, mit fin aux guerres vénitio-génoises. Aucune des deux républiques n'avait vraiment gagné, mais Venise avait survécu. Gênes, en revanche, tomberait bientôt sous la domination étrangère. D'abord Milan, puis la France, puis l'Espagne. Venise resterait indépendante. Comment fonctionne réellement le gouvernement vénitien ? Pendant des siècles, les observateurs européens ont été fascinés par cette question. Venise se présentait comme une république, mais elle n'était pas démocratique au sens moderne. Seule une minorité de familles, les patriciens, pouvait participer au pouvoir. En 1297, le Grand Conseil, l'assemblée principale de la République, ferma ses rangs. La Serrata del Maggior Consiglio, la fermeture du Grand Conseil, établit qu'à partir de cette date, seuls les descendants des membres actuels pourraient siéger. L'aristocratie vénitienne devint héréditaire. Environ 1200 à 1500 familles formaient cette élite fermée. Elles se mariaient entre elles, se partageaient les charges publiques, contrôlaient le commerce et la flotte. Mais contrairement aux aristocraties féodales du reste de l'Europe, la noblesse vénitienne n'était pas basée sur la possession de terres et de châteaux. Elle était basée sur le commerce, la finance, la fonction publique. Un patricien vénitien était avant tout un marchand et un administrateur. Le doge était le chef de l'État, mais son pouvoir était étroitement limité. Il ne pouvait pas prendre de décision seul. Il ne pouvait pas quitter le palais ducal sans autorisation. Il ne pouvait pas recevoir d'ambassadeurs étrangers en privé. Ses lettres étaient lues par des conseillers. Ses fils ne pouvaient pas lui succéder. Quand un doge mourait, on enquêtait sur sa gestion, on auditait ses comptes, on poursuivait ses héritiers s'il avait volé l'État. L'élection d'un nouveau doge était un processus d'une complexité hallucinante, conçu pour empêcher toute manipulation. On tirait au sort des électeurs parmi les membres du Grand Conseil, puis on réduisait ce groupe par vote, puis on tirait à nouveau au sort, puis on votait à nouveau, en répétant cette alternance de hasard et de choix sur plusieurs tours. Le résultat était qu'aucune faction ne pouvait contrôler totalement le processus. Le hasard empêchait la corruption. Le vote empêchait l'incompétence. Le vrai pouvoir appartenait au Sénat, qui comptait environ 230 membres et gérait la politique étrangère, la guerre, les finances. Et surtout au Conseil des 10, créé en 1310 après une tentative de coup d'État. Ce conseil de 10 patriciens, renouvelé chaque année, était chargé de la sécurité de l'État. Il avait des pouvoirs presque illimités. Il pouvait arrêter n'importe qui, même un doge. Il pouvait juger en secret. Il pouvait condamner à mort. Il utilisait un réseau d'espions et d'informateurs. Des bouches de dénonciation, des fentes dans les murs, permettaient aux citoyens d'accuser anonymement leurs voisins de crimes contre l'État. Le Conseil des 10 enquêtait, torturait si nécessaire, exécutait discrètement. Les corps des condamnés étaient parfois suspendus entre les deux colonnes de la Piazzetta, face à la lagune, pour servir d'avertissement.
Cette justice implacable terrifiait les Vénitiens eux-mêmes. Mais elle assurait aussi la stabilité. Pas de complot nobiliaire réussi, pas de guerre civile, pas de dynastie rivale se déchirant. Venise était une tyrannie collective, une oligarchie qui se surveillait elle-même avec une méfiance pathologique. Le système vénitien reposait sur un équilibre subtil entre trois principes: le secret, la rotation et la collégialité. Presque toutes les décisions importantes étaient prises à huis clos. Les débats du Sénat n'étaient pas publics. Les votes du Conseil des 10 étaient confidentiels. Même les traités commerciaux restaient secrets tant que possible pour ne pas alerter les rivaux. La rotation empêchait l'accumulation de pouvoirs personnels. Les charges administratives duraient rarement plus d'1 ou 2 ans. Un patricien pouvait être ambassadeur à Constantinople une année, capitaine d'une galère marchande l'année suivante, juge en Crète 2 ans plus tard, puis revenir à Venise sans fonction particulière. Cette mobilité constante rendait difficile la création de réseaux clientélistes durables. Et la collégialité signifiait qu'aucune décision majeure n'était prise par un seul homme. Toujours un conseil, toujours un vote, toujours une vérification. Le système était lent, parfois paralysé par les débats interminables. Mais il évitait les erreurs catastrophiques et les aventures personnelles. Venise développa aussi une bureaucratie remarquablement efficace. Dès le XIIIe siècle, l'État vénitien tenait des registres détaillés. Listes de navires, inventaires de marchandises, comptes fiscaux, archives diplomatiques. Les ambassadeurs vénitiens devaient envoyer des rapports réguliers à Venise, décrivant la situation politique, économique et militaire des pays où ils servaient. Ces rapports, appelés relationi, sont aujourd'hui des sources historiques inestimables. Ils montrent à quel point Venise était informée, méthodique, rationnelle dans sa diplomatie. Rien n'était laissé au hasard. Chaque alliance était pesée en termes de coûts et bénéfices. Chaque guerre était calculée. Même les mariages aristocratiques étaient souvent des opérations stratégiques, visant à sceller des accords commerciaux ou à apaiser des tensions. L'arsenal de Venise symbolisait la puissance industrielle de la République. Construit au XIIe siècle et agrandi continuellement, c'était le plus grand complexe de construction navale du monde médiéval. Des milliers d'ouvriers, les arsenalotti, y travaillaient. Ils bénéficiaient de salaires réguliers, de logements, de privilèges sociaux. Ils formaient une classe ouvrière organisée, loyale à l'État, presque une force paramilitaire. L'arsenal pouvait produire une galère complète en une seule journée en temps de crise. Les coques étaient préfabriquées, les pièces standardisées, les processus optimisés. C'était une forme primitive de production en série. Quand un navire avançait le long du bassin de construction, des équipes successives ajoutaient les différents éléments: la charpente, le bordage, le calfatage, les voiles, les rames, les armes. À la fin de la chaîne, la galère était prête à prendre la mer. Dante Alighieri, dans la Divine Comédie, compare l'enfer à l'arsenal de Venise, avec ses forges brûlantes, ses chaudrons de poix bouillantes, ses ouvriers s'activant dans la fumée et le vacarme. Les galères vénitiennes étaient de 2 types principaux. Les galères de guerre, rapides et manœuvrables, propulsées par des rameurs et équipées de béliers et de catapultes, et les galères marchandes, plus larges et plus lourdes, capables de transporter des centaines de tonnes de marchandises. Les galères marchandes voyageaient en convois appelés mudes. Chaque année, plusieurs mudes partaient de Venise vers des destinations précises. La Mouda de Romanie allait à Constantinople et en mer Noire. La Mouda de Syrie allait à Beyrouth et Alexandrie. La Mouda de Flandre remontait l'Atlantique jusqu'à Bruges et Londres. Ces convois étaient organisés par l'État. Les dates de départ étaient fixées par décret. Les capitaines devaient obtenir une licence.
Les cargaisons étaient enregistrées. Les profits étaient taxés. Ce système assurait la régularité des échanges et la sécurité des navires, qui voyageaient en groupe pour se défendre contre les pirates. Les marchandises que Venise transportait faisaient rêver l'Europe entière. Des épices venues d'Inde et des îles Moluques, poivre, cannelle, clous de girofle, noix de muscade. Ces épices valaient leur pesant d'or. Elles servaient à conserver la viande, à masquer le goût de la nourriture avariée, à préparer des médicaments, à parfumer les maisons des riches. Venise contrôlait presque entièrement le commerce des épices en Europe. Elle achetait à Alexandrie, où les marchands musulmans les amenaient par caravane depuis l'océan Indien, puis les revendait à des prix exorbitants dans toute l'Europe. Les profits étaient énormes. Un investissement dans une cargaison d'épices pouvait rapporter 100%, 200%, parfois plus. Mais les risques étaient aussi immenses. Une tempête, des pirates, une guerre pouvaient anéantir toute une cargaison. Venise importait aussi des soieries de Chine et de Perse, des tapis d'Anatolie, du coton d'Égypte, du verre de Syrie, de l'or d'Afrique, des esclaves de la mer Noire et des Balkans. Elle exportait du sel de la lagune, du vin de Crète, du verre de Murano, des armes, des draps de laine achetés en Flandre et revendus au Levant. Elle était une plaque tournante, un entrepôt géant où se croisaient toutes les richesses du monde connu. Les marchands vénitiens voyageaient partout. Marco Polo atteignit la Chine et servit à la cour de Kubilai Khan à la fin du XIIIe siècle. D'autres Vénitiens allèrent en Inde, en Perse, en Afrique de l'Est. Ils ramenaient des récits extraordinaires, des cartes, des connaissances géographiques qui faisaient de Venise l'un des centres intellectuels de l'Europe. Mais le commerce vénitien reposait aussi sur des pratiques moins glorieuses. L'esclavage, par exemple. Venise achetait des esclaves tatars, circassiens, russes sur les marchés de la mer Noire. Ces esclaves étaient ensuite revendus en Égypte, en Espagne, dans toute la Méditerranée. Beaucoup servaient comme domestiques dans les maisons patriciennes vénitiennes. D'autres étaient exportés vers les plantations de sucre de Crète et de Chypre. L'Église catholique condamnait en principe l'esclavage des chrétiens, mais tolérait celui des non-chrétiens. Les Vénitiens exploitaient cette faille. Ils achetaient surtout des païens et des musulmans. Si un esclave se convertissait au christianisme, théoriquement, il devait être libéré. En pratique, les maîtres trouvaient 1000 façons de contourner la règle. Le XVe siècle apporta de nouveaux défis. L'Empire ottoman, qui avait émergé en Anatolie au XIVe siècle, devenait de plus en plus puissant. En 1453, le sultan Mehmet II conquit Constantinople, mettant fin à l'Empire byzantin millénaire. La chute de Constantinople terrifia toute l'Europe chrétienne. Venise perdit un allié commercial majeur et se retrouva face à un empire expansionniste qui contrôlait désormais les détroits, la clé de la mer Noire. Les Vénitiens tentèrent d'abord de négocier. Ils envoyèrent des ambassadeurs au sultan, proposèrent des traités commerciaux, obtinrent des garanties pour leur comptoir. Mais les Ottomans n'étaient pas satisfaits de simples arrangements. Ils voulaient dominer toute la Méditerranée orientale. Les guerres vénéto-ottomanes s'étendirent sur plusieurs siècles. La première guerre majeure éclata en 1463. Venise perdit Lebé en 1470, après un siège brutal de Négrepont. La nouvelle de la chute provoqua une onde de choc à Venise. Le Sénat ordonna des jours de deuil. Les cloches des églises sonnèrent le glas. Les marchands calculaient déjà les pertes commerciales. Mais Venise ne capitula pas. Elle continua à se battre, île après île, forteresse après forteresse. Chaque bataille navale était une lutte pour la survie économique. Les Ottomans avaient des ressources humaines quasi illimitées. Venise devait compter sur sa technologie, sa discipline,
sa capacité à mobiliser rapidement ses forces. Au début du XVe siècle, Venise s'empara progressivement de plusieurs villes sur la terre ferme italienne. Vicence, Padoue, Vérone, puis plus tard Brescia. Cette expansion territoriale marqua un tournant. Pour la première fois, Venise devenait une puissance continentale. Les patriciens débattirent longuement de cette stratégie. Certains, les vecchi, les anciens, pensaient que Venise devait rester une puissance maritime et éviter de s'enliser dans les conflits terrestres italiens. D'autres, les Giovanni, les jeunes, arguaient que Venise avait besoin de terres pour garantir son approvisionnement en nourriture et en recrues militaires. Les Giovanni l'emportèrent. Venise créa un État régional, la terraferma, qui complétait son empire maritime, le Stato d'Amare. Désormais, la République avait deux visages, une flotte dominant l'Adriatique et la Méditerranée orientale, et une armée protégeant les territoires du nord de l'Italie. Mais cette expansion attira la jalousie et la peur. En 1508, presque toutes les grandes puissances européennes s'allièrent contre Venise dans la Ligue de Cambrai. Le pape Jules le II, l'empereur Maximilien Ier, le roi de France Louis le XII, le roi d'Espagne Ferdinand le II, tous voulaient dépouiller Venise de ses conquêtes territoriales. La guerre fut désastreuse. En mai 1509, l'armée vénitienne fut écrasée à la bataille d'Agnadel par les Français. Presque toute la terraferma se souleva contre Venise ou fut occupée par les envahisseurs. Les patriciens paniquèrent. Certains parlaient de négocier une paix humiliante. D'autres voulaient abandonner les territoires terrestres et se replier sur la mer. Mais Venise tint bon. Elle utilisa sa meilleure arme, la diplomatie. Elle négocia séparément avec chaque membre de la Ligue, offrant des concessions aux uns, achetant les autres, semant la discorde. En 1510, le pape se retourna contre la France. En 1516, l'empereur signa la paix. Venise récupéra presque tous ses territoires. Elle avait survécu à la coalition la plus redoutable jamais montée contre elle. Le XVIe siècle vit aussi l'essor de la culture vénitienne. La richesse commerciale finançait les arts, l'architecture, la littérature. Les peintres vénitiens, Bellini, Giorgione, Titien, Tintoret, Véronèse, développèrent un style unique, basé sur la couleur, la lumière, la sensualité. Leurs tableaux ornaient les palais patriciens, les églises, les scuole, ces confréries de dévotion et d'entraide. Venise devint un centre de l'imprimerie. Les presses vénitiennes produisaient des livres en latin, en grec, en hébreu, en arabe. Alde Manutch, le célèbre imprimeur, édita les classiques grecs et romains dans des formats portables, les in octavo, qui révolutionnèrent la diffusion du savoir. Les universités de Padoue et de Venise attiraient des étudiants de toute l'Europe. La République protégeait une relative liberté intellectuelle. Les livres interdits ailleurs trouvaient souvent des éditeurs à Venise. L'Inquisition y était moins puissante que dans le reste de l'Italie, car l'État vénitien jalousait farouchement son indépendance face à Rome. Mais le monde changeait. En 1492, Christophe Colomb découvrit l'Amérique. En 1498, Vasco de Gama contourna l'Afrique et atteignit l'Inde. Les Portugais puis les Espagnols ouvraient de nouvelles routes maritimes qui contournaient la Méditerranée. Les épices, l'or, les richesses du monde afflueraient désormais vers Lisbonne et Séville, pas vers Venise. Le commerce méditerranéen déclina lentement. Venise ne s'effondra pas immédiatement, elle s'adapta. Elle investit dans de nouvelles industries. Le verre artistique de Murano, la dentelle de Burano, la fabrication de miroirs. Elle développa l'agriculture sur la terraferma. Elle continua à dominer le commerce régional. Mais elle n'était plus le seul passage obligé entre l'Orient et l'Occident.
Les guerres contre les Ottomans continuaient. En 1571, une flotte vénitienne participa à la bataille de Lépante, la plus grande bataille navale du XVIe siècle. Une coalition chrétienne, menée par l'Espagne et Venise, écrasa la flotte ottomane dans le golfe de Patras. Plus de 200 galères ottomanes furent coulées ou capturées. Des milliers de rameurs chrétiens, esclaves sur les galères turques, furent libérés. La victoire fut célébrée dans toute l'Europe comme un triomphe de la chrétienté. Mais en réalité, elle ne changea pas grand-chose. Les Ottomans reconstruisirent leur flotte en quelques années. Venise, épuisée, négocia une paix en 1573, acceptant de payer un tribut et de reconnaître la perte de Chypre, conquise par les Turcs en 1571. Chaque guerre coûtait plus cher, rapportait moins. Les patriciens vénitiens commençaient à comprendre que leur empire maritime ne pourrait pas être maintenu indéfiniment face à la puissance ottomane. Le XVIIe siècle fut une longue agonie. Venise se battit encore une fois contre les Ottomans pour la Crète, la plus grande et la plus riche de ses colonies. La guerre de Crète dura de 1645 à 1669, 24 ans d'un conflit atroce. La capitale crétoise, Candie, résista à un siège de 21 ans, l'un des plus longs de l'histoire. Les Vénitiens défendirent chaque bastion, chaque mur, chaque rue. Des milliers de soldats moururent. La République mobilisa toutes ses ressources. Elle recruta des mercenaires partout en Europe. Elle demanda l'aide des autres puissances chrétiennes, mais n'obtint que des promesses. En 1669, Candie tomba finalement. La Crète était perdue. Venise ne conservait plus que quelques îles dans la mer Égée et quelques forteresses en Dalmatie. L'empire maritime se réduisait comme une peau de chagrin. Pourtant, Venise connut un dernier sursaut militaire sous le doge Francesco Morosini. En 1684, Morosini mena une expédition en Morée, la péninsule du Péloponnèse, et reconquit une grande partie du territoire aux Ottomans. En 1687, il bombarda Athènes, alors occupée par les Turcs. Un obus vénitien toucha le Parthénon, que les Ottomans utilisaient comme poudrière. L'explosion détruisit une grande partie du temple antique. Morosini ordonna ensuite de démonter des sculptures du Parthénon pour les emporter à Venise comme trophée. C'était un acte de vandalisme culturel, mais aussi un symbole de la mentalité vénitienne. Tout pouvait être marchandisé, même l'héritage de la Grèce antique. Les conquêtes de Morosini furent célébrées à Venise comme une renaissance de la gloire passée. Mais elles ne durèrent pas. En 1715, Venise dut rendre la Morée aux Ottomans par le traité de Passarowitz. C'était la fin des ambitions territoriales vénitiennes. Au XVIIIe siècle, Venise devint une ville-musée, une attraction touristique. Les aristocrates européens venaient y faire le grand tour, admirant les palais, les canaux, les œuvres d'art. Ils assistaient au carnaval, qui durait plusieurs mois et attirait des foules venues de toute l'Europe. Les Vénitiens portaient des masques, les bottes, qui cachaient leur identité et permettaient toutes les transgressions sociales. Pendant le carnaval, les différences de classe s'estompaient. Un patricien déguisé pouvait côtoyer un artisan. Les jeux d'argent, la prostitution, les spectacles licencieux florissaient. Casanova, le célèbre aventurier et séducteur, incarnait cette Venise décadente, brillante et corrompue. Il fréquentait les salons, séduisait les femmes mariées, trichait aux jeux, s'évadait des prisons du palais des doges, écrivait des mémoires scandaleux. Il symbolisait aussi la fin d'une époque. Venise n'était plus une puissance politique, mais une scène de théâtre. Les institutions politiques vénitiennes fonctionnaient encore, mais elles étaient sclérosées. Les mêmes familles se partageaient les mêmes charges depuis des siècles. La corruption était endémique. Les patriciens vendaient les postes administratifs. Les juges prenaient des pots de vin. Le Conseil des 10, autrefois redouté, était devenu une farce.
les réformes nécessaires ne venaient jamais. Quelques esprits lucides, comme l'ambassadeur Andrea Tron, avertissaient que Venise courait à la catastrophe si elle ne modernisait pas son économie et son armée. Mais personne n'écoutait. Les patriciens préféraient profiter de leurs rentes, louer leurs palais aux touristes, spéculer sur les emprunts publics. L'arsenal produisait encore quelques galères, mais la flotte était obsolète. Les navires vénitiens ne pouvaient plus rivaliser avec les vaisseaux de ligne français, anglais ou espagnols. La marine marchande déclinait. Les banques vénitiennes perdaient du terrain face à celles d'Amsterdam et de Londres. En 1797, Napoléon Bonaparte envahit l'Italie. Son armée balaya les États italiens les uns après les autres. En avril 1797, il s'approcha de Venise. Le doge Ludovico Manin hésita. Devait-il résister ? Venise n'avait presque plus d'armée. La flotte était en ruine. Les arsenalotti eux-mêmes étaient mécontents, mal payés, désorganisés. Certains patriciens proposaient de négocier. D'autres voulaient capituler immédiatement. Le 12 mai 1797, Manin convoqua le Grand Conseil. Pour la première fois en 1000 ans, un doge proposa d'abdiquer, de dissoudre la République, de se soumettre aux Français. Les patriciens votèrent. 598 pour, 7 contre, 14 abstentions. La République de Venise cessa d'exister. Manin retira son corneau ducal, la coiffe cérémonielle des doges, et dit à son serviteur « Nous n'en aurons plus besoin ». Puis il partit, simplement, sans drame. 1000 ans d'histoire se terminaient dans un vote bureaucratique. Napoléon pilla Venise. Les chevaux de bronze de Saint-Marc furent expédiés à Paris. Des tableaux, des manuscrits, des trésors furent emportés. La France annexa certains territoires vénitiens, céda d'autres à l'Autriche. Venise elle-même devint autrichienne par le traité de Campo Formio en 1797. Les Autrichiens gouvernèrent la ville jusqu'en 1866, avec une brève interruption pendant les guerres napoléoniennes. En 1848, lors du Printemps des peuples, les Vénitiens se révoltèrent et proclamèrent une éphémère république de Saint-Marc, dirigée par Daniele Manin, un descendant du dernier doge. Mais le soulèvement fut écrasé par les Autrichiens en 1849, après un siège. Venise ne redevint italienne qu'en 1866, quand elle fut annexée au royaume d'Italie. Que reste-t-il de Venise aujourd'hui ? Une ville qui s'enfonce lentement dans la lagune. Les pieux de bois pourrissent. Les fondations s'affaissent. L'Aqua Alta, les marées hautes, inondent régulièrement la place Saint-Marc. Les touristes affluent par millions chaque année, transformant la cité en parc d'attractions. Les Vénitiens eux-mêmes quittent la ville historique, incapables de supporter les loyers exorbitants et l'invasion touristique. Venise meurt une deuxième fois, noyée non plus par les barbares, mais par sa propre gloire passée. Pourtant, l'héritage de la République vénitienne reste immense. Sur le plan politique, Venise a montré qu'une république oligarchique pouvait survivre pendant des siècles au milieu de monarchies et d'empires. Ses institutions, son système de checks and balances, ses mécanismes de rotation des charges ont inspiré des penseurs politiques comme Machiavel, Montesquieu, les pères fondateurs américains. Sur le plan économique, Venise a été une pionnière du capitalisme commercial. Ses techniques comptables, ses contrats d'assurance maritime, ses sociétés par actions préfiguraient les instruments financiers modernes. Sur le plan culturel, Venise a laissé des chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques qui attirent encore aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Mais peut-être l'héritage le plus profond de Venise est-elle cette idée qu'une communauté humaine peut triompher de la nature hostile par l'ingéniosité, l'organisation et la volonté collective. Les premiers Vénitiens n'avaient rien. Pas de terre, pas de ressources, pas d'armée.
Ils construisirent une ville sur l'eau, une république sur le commerce, un empire sur la navigation. Ils transformèrent leur faiblesse géographique en force stratégique. Ils firent de la mer, que d'autres craignaient, leur royaume. Pendant plus de 1000 ans, ils défendirent leur indépendance contre des ennemis infiniment plus puissants. Ils survécurent aux invasions barbares, aux croisades, aux guerres italiennes, aux assauts ottomans. Ils ne tombèrent pas par conquête militaire, mais par obsolescence. Le monde changea autour d'eux. Les routes commerciales se déplacèrent. Les empires maritimes atlantiques remplacèrent les thalassocraties méditerranéennes. Venise ne sut pas s'adapter assez vite. Mais même dans son déclin, elle conserva une dignité étrange, une beauté crépusculaire qui fascine encore. L'histoire de Venise pose des questions qui nous hantent toujours. Peut-on construire une société juste sur le commerce et le profit ? Peut-on maintenir une république sans démocratie ? Peut-on être à la fois mercenaire et moral ? Les Vénitiens ne se posaient probablement pas ces questions en ces termes. Ils étaient pragmatiques, opportunistes, calculateurs. Ils faisaient ce qu'il fallait pour survivre et prospérer. Ils trahissaient leurs alliés quand c'était profitable. Ils commerçaient avec leurs ennemis quand c'était nécessaire. Ils pillaient Constantinople tout en se proclamant chrétiens. Ils vendaient des esclaves tout en finançant des églises. Cette hypocrisie nous choque. Mais peut-être devrions-nous reconnaître que Venise nous ressemble plus que nous ne voulons l'admettre. Nos sociétés modernes sont-elles si différentes ? Ne reposent-elles pas aussi sur le commerce, la finance, l'exploitation de ressources lointaines ? Ne pratiquons-nous pas aussi une morale à géométrie variable, compatissante chez nous, impitoyable ailleurs ? Venise était une anomalie historique, une république marchande qui dura plus longtemps que la plupart des empires, une cité sans terre qui domina les mers, une oligarchie qui évita les guerres civiles pendant des siècles, une puissance européenne qui choisit le profit plutôt que l'honneur. Elle ne fut ni particulièrement vertueuse, ni particulièrement cruelle selon les standards de son époque. Elle fut efficace, elle fut durable, elle fut, à sa manière, géniale. Les Vénitiens développèrent aussi un rapport unique à l'architecture et à l'espace urbain. Contrainte par l'absence de territoire extensible, Venise construisit en hauteur et en densité. Les palais vénitiens sont étroits, mais s'élèvent sur plusieurs étages. Ils s'alignent le long des canaux, leurs façades réfléchies dans l'eau, créant des jeux de miroirs hypnotiques. Le style architectural vénitien mélange les influences byzantines, gothiques et Renaissance. Les arcs en ogive, les balcons ajourés, les loggias ouvertes, les marbres polychromes créent une esthétique unique. Le palais des Doges, avec ses arcades délicates qui semblent défier la gravité, symbolise cette architecture aérienne, presque irréelle. Les canaux eux-mêmes sont des rues. Le Grand Canal, long de presque 4 km, serpente à travers la ville comme une artère principale. Des centaines de canaux plus petits, les ris, irriguent les quartiers. Les ponts, plus de 400, relient les îlots. Certains sont célèbres. Le pont du Rialto, en pierre blanche, construit au XVIe siècle. Le pont des Soupirs, qui reliait le palais des Doges aux prisons. Les gondoles, ces barques noires effilées, glissent silencieusement sur l'eau. Les gondoliers manœuvrent avec une seule rame, debout à l'arrière, dans un équilibre parfait. Aujourd'hui, les gondoles sont surtout des attractions touristiques. Autrefois, elles étaient le moyen de transport ordinaire des Vénitiens. La vie quotidienne à Venise était rythmée par les marais, les cloches des églises, les marchés. Chaque quartier, chaque campo avait son puits, indispensable, car l'eau de la lagune était salée. Les puits vénitiens étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie hydraulique. Ils collectaient l'eau de pluie, la filtraient à travers des couches de sable, la stocker dans des citernes souterraines. Sans ces puits, Venise n'aurait pas pu exister.
Les femmes venaient y chercher l'eau dans des cruches. Les hommes s'y retrouvaient pour discuter. Les enfants jouaient autour. Le puits était le cœur social du quartier. Les Vénitiens mangeaient beaucoup de poissons, évidemment. La lagune fournissait des anguilles, des crabes, des coquillages, des seiches. Le marché du Rialto vendait chaque matin des étals entiers de créatures marines. Mais Venise importait aussi du blé pour faire du pain, de l'huile d'olive de Crète, du vin de Malvoisie. Les riches patriciens organisaient des banquets somptueux, servaient des plats exotiques, des épices rares, des fruits confits, du gibier rôti. Les lois somptuaires tentaient régulièrement de limiter le luxe ostentatoire, interdisaient les vêtements trop chers, les bijoux trop voyants, les fêtes trop dispendieuses. Mais ces lois étaient rarement respectées. Les Vénitiens aimaient étaler leurs richesses. Les femmes vénitiennes occupaient une position ambiguë. Les patriciennes vivaient cloîtrées dans leur palais, surveillées par leur père, puis par leur mari. Elles ne participaient pas à la vie politique. Leur rôle était de faire des alliances matrimoniales, de gérer la maison, d'élever les enfants. Mais certaines femmes échappaient à ces contraintes. Les courtisanes vénitiennes, les cortigianes, étaient célèbres dans toute l'Europe. Elles n'étaient pas de simples prostituées. Les cortigianes honestes, les courtisanes honnêtes, étaient éduquées, cultivées, conversaient avec les intellectuels, écrivaient des poèmes, jouaient de la musique. Certaines devinrent riches et influentes. Veronica Franco, au XVIe siècle, fut l'une des plus célèbres. Elle écrivit des sonnets, défendit des droits des femmes, débattit avec des théologiens. Quand l'Inquisition l'accusa de sorcellerie et de pratiques immorales, elle se défendit brillamment et fut acquittée. La communauté juive de Venise vécut dans un ghetto, le premier ghetto au sens moderne du terme. En 1516, le Sénat vénitien décréta que tous les Juifs devaient résider dans un quartier fermé, sur l'île du Ghetto Nuovo. Des portes étaient fermées la nuit. Des gardes chrétiens surveillaient les entrées. Les Juifs ne pouvaient pas posséder de terre, ne pouvaient pas exercer la plupart des métiers, devaient porter un signe distinctif, un chapeau jaune ou un badge. Mais à l'intérieur du ghetto, ils jouissaient d'une relative autonomie. Ils avaient leur synagogue, leurs écoles, leurs tribunaux rabbiniques. Et surtout, Venise les tolérait alors que d'autres États européens les expulsaient. Les Juifs vénitiens travaillaient comme prêteurs sur gage, médecins, imprimeurs, marchands de textiles. Ils contribuaient à l'économie vénitienne. Le ghetto était surpeuplé, insalubre, mais c'était un refuge dans un monde hostile. Les fêtes religieuses structuraient l'année vénitienne. La fête de l'Ascension célébrait le mariage de la mère. La fête du Rédempteur, instaurée en 1577 pour remercier Dieu d'avoir mis fin à une épidémie de peste, voyait les Vénitiens construire un pont de bateaux pour traverser le canal de la Giudecca et assister à la messe dans l'église du Rédempteur. Le carnaval, bien sûr, était la fête la plus débridée. Mais il y avait aussi des processions, des représentations théâtrales sacrées, des distributions de charité. La religion et le spectacle se mêlaient constamment. La peste frappa Venise à plusieurs reprises. En 1348, la peste noire tua probablement la moitié de la population vénitienne. En 1575, une autre épidémie fit des dizaines de milliers de morts. En 1630, la peste revint encore. Chaque fois, les autorités vénitiennes réagissaient avec une rigueur implacable. Elles établissaient des quarantaines, isolaient les malades sur des îles, brûlaient les vêtements et les meubles contaminés, fermaient les églises, interdisaient les rassemblements. Venise développa l'un des premiers systèmes de santé publique en Europe. Les magistrats de la santé, les provveditori alla sanità, avaient des pouvoirs extraordinaires en temps d'épidémie. Ils pouvaient arrêter n'importe qui, confisquer des biens, imposer des mesures drastiques.
Ces politiques sauvèrent probablement Venise de l'extinction totale. La musique vénitienne rayonna aussi. Au XVIIe et XVIIIe siècle, Venise devint l'un des centres musicaux de l'Europe. Les compositeurs vénitiens, Monteverdi, Vivaldi, Albinoni, créèrent des œuvres qui sont encore jouées aujourd'hui. L'opéra vénitien était particulièrement renommé. Le théâtre San Cassiano, ouvert en 1637, fut le premier opéra public payant au monde. Avant, l'opéra était réservé aux cours aristocratiques. À Venise, n'importe qui pouvait acheter un billet et assister à un spectacle. Cette démocratisation culturelle était typiquement vénitienne. Tout pouvait être commercialisé, même l'art. Les ospedali, des institutions charitables pour orphelins et enfants abandonnés, formaient aussi des musiciens. Les jeunes filles des ospedali apprenaient à jouer du violon, du clavecin, à chanter. Elles donnaient des concerts qui attiraient des foules. Antonio Vivaldi enseigna au Pio Ospedale della Pietà et composa pour ses élèves. Ces concerts étaient des événements sociaux majeurs. Les patriciens venaient autant pour voir et être vus que pour écouter la musique. Les jeunes musiciennes jouaient derrière des grilles, invisibles mais audibles, créant une aura de mystère érotique qui fascinait le public. La diplomatie vénitienne était réputée pour sa subtilité et son efficacité. Les ambassadeurs vénitiens étaient choisis parmi les patriciens les plus intelligents et expérimentés. Ils recevaient des instructions détaillées du Sénat. Ils devaient envoyer des rapports réguliers, chiffrés, pour éviter l'espionnage. Venise possédait l'un des meilleurs services de renseignement d'Europe. Les diplomates vénitiens écoutaient, observaient, corrompaient, manipulaient. Ils savaient tout ce qui se passait dans les cours européennes. Cette information était une arme stratégique. Connaître les intentions de ses alliés et ennemis permettait d'anticiper, de négocier, de jouer un camp contre l'autre. Les Vénitiens excellaient aussi dans l'espionnage industriel. Quand Murano devint le centre de la fabrication du verre artistique au XIIIe siècle, l'État vénitien imposa des règles draconiennes pour protéger les secrets de fabrication. Les maîtres verriers ne pouvaient pas quitter Venise sans autorisation. S'ils fuyaient et révélaient les techniques vénitiennes à l'étranger, des assassins étaient envoyés pour les éliminer. Ces mesures peuvent sembler extrêmes, mais elles assurèrent à Venise un monopole presque total sur le verre de luxe pendant des siècles. Les miroirs vénitiens en particulier étaient réputés pour leur qualité exceptionnelle. Les cours européennes payaient des fortunes pour des miroirs de Murano. La République vénitienne était profondément xénophobe et en même temps cosmopolite. Elle se méfiait des étrangers, les contrôlait, les espionnait. Les marchands étrangers devaient résider dans des quartiers spécifiques, les fondacci. Le Fondaco dei Tedeschi accueillait les marchands allemands. Le Fondaco dei Turchi logeait les Ottomans. Ces bâtiments étaient à la fois des entrepôts, des hôtels et des prisons dorées. Les étrangers ne pouvaient pas sortir la nuit. Ils ne pouvaient pas commercer directement avec d'autres étrangers. Toutes les transactions devaient passer par des intermédiaires vénitiens. Mais en même temps, Venise était une ville incroyablement diverse. On y entendait parler grec, arabe, turc, allemand, arménien, judéo-espagnol. Les marchands de toutes les religions et de tous les pays se côtoyaient sur le Rialto. Cette diversité était tolérée, contrôlée, exploitée. Les Vénitiens comprenaient que le commerce nécessite la coexistence. Les colonies vénitiennes en Méditerranée orientale étaient gouvernées selon des principes strictement extractifs. Venise n'investissait presque rien dans le développement local. Elle prélevait des taxes, monopolisait certaines productions, réquisitionnait des navires et des hommes pour sa flotte. Les populations locales, grecques, slaves, albanaises, supportaient le fardeau sans recevoir grand-chose en retour. Les révoltes étaient fréquentes et réprimées brutalement. En Crète, plusieurs soulèvements éclatèrent contre la domination vénitienne. Chaque fois, Venise envoyait des troupes
exécuter les meneurs, confisquer les terres. La domination vénitienne n'était pas douce. Elle était efficace et impitoyable. Pourtant, dans certains cas, la présence vénitienne apporta aussi des bénéfices. Les forteresses vénitiennes protégeaient les populations côtières contre les raids pirates et ottomans. Les systèmes juridiques vénitiens, bien que discriminatoires, offraient une certaine prévisibilité. Les investissements dans les infrastructures portuaires stimulaient le commerce local. Certaines villes sous domination vénitienne prospérèrent. Zara, Raguse, Candie. Mais il serait faux de voir Venise comme une puissance coloniale bienveillante. Elle exploitait ses territoires pour enrichir la métropole, exactement comme les autres empires. La fin de Venise ne fut pas seulement politique, ce fut aussi intellectuel. Au XVIIIe siècle, les Lumières balayaient l'Europe. Les philosophes critiquaient les monarchies absolues, l'obscurantisme religieux, les privilèges aristocratiques. Venise, avec son oligarchie fermée, son conseil des 10 secrets, son inquisition, incarnait tout ce que les Lumières combattaient. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, analysait la constitution vénitienne avec admiration pour ses mécanismes de contrôle du pouvoir, mais aussi avec inquiétude face à son immobilisme. Rousseau critiquait l'absence de souveraineté populaire. Les encyclopédistes voyaient Venise comme une curiosité historique, pas comme un modèle pour l'avenir. Et les Vénitiens eux-mêmes semblaient d'accord. Ils n'essayèrent pas de se réformer. Ils se contentèrent de jouer leur rôle dans la comédie du déclin. Casanova, encore lui, illustre parfaitement cette époque. Né en 1725 dans une famille vénitienne modeste, il devint tour à tour violoniste, abbé, espion, alchimiste, joueur professionnel, bibliothécaire. Il séduisit des centaines de femmes, de toutes les classes sociales, dans toute l'Europe. Il échappa aux prisons vénitiennes dans une évasion spectaculaire. Il fréquenta Voltaire, Frédéric le Grand, Catherine de Russie. Ses mémoires, Histoire de ma vie, sont un portrait fascinant du XVIIIe siècle européen. Mais ils montrent aussi la vacuité de cette société vénitienne tardive, obsédée par le plaisir, indifférente au monde qui changeait autour d'elle. Quand Napoléon arriva, Venise n'eut même pas la force de résister. Certains patriciens accueillirent les Français comme des libérateurs. Ils espéraient que les idées révolutionnaires moderniseraient Venise. D'autres pleuraient la fin de la République. Mais la plupart étaient simplement résignés. Ils savaient que Venise était devenue obsolète. Les empires du futur seraient continentaux, industriels, nationalistes. Venise était maritime, commerciale, cosmopolite. Elle appartenait à un monde qui n'existait plus. L'ironie finale est que Venise survit aujourd'hui précisément parce qu'elle est morte politiquement. Si elle était restée une puissance vivante, elle aurait été modernisée, industrialisée, défigurée. Les canaux auraient été comblés pour faire des routes. Les palais auraient été démolis pour construire des immeubles. L'arsenal serait devenu une usine. Mais parce que Venise est tombée en 1797, elle est restée figée dans le temps, préservée comme un insecte dans l'ambre. Les Autrichiens, puis les Italiens, ont maintenu la ville à peu près dans son état du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, des millions de touristes viennent contempler cette momie architecturale, cette ville fantôme qui fut autrefois le cœur battant du commerce mondial. Que devons-nous retenir de l'histoire de Venise ? Peut-être ceci. Aucune puissance n'est éternelle. Les empires naissent de circonstances particulières, prospèrent tant que ces circonstances persistent, et s'effondrent quand le monde change. Venise a dominé les mers parce qu'elle contrôlait les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident, à une époque où ces routes passaient par la Méditerranée. Quand les Portugais et les Espagnols ont ouvert les routes atlantiques, Venise a perdu sa raison d'être. Elle a tenté de s'adapter, en devenant une puissance territoriale, mais sans succès.
Elle était née de la mer et ne pouvait vraiment vivre que par la mer. L'histoire de Venise nous enseigne aussi que la richesse et la puissance ne garantissent pas la vertu. Venise fut riche et puissante pendant des siècles, mais elle ne fut jamais particulièrement juste ou généreuse. Elle exploitait, commerçait, trahissait, pillait selon ses intérêts. Elle n'avait pas de grands principes moraux, seulement des intérêts calculés. Et pourtant, elle survécut plus longtemps que des États apparemment plus vertueux. Peut-être la morale politique est-elle une illusion. Peut-être les États, comme les individus, sont-ils simplement mus par l'intérêt et habillent cet intérêt de discours nobles pour le rendre acceptable. Venise nous montre également les limites de la rationalité politique. Les Vénitiens étaient rationnels jusqu'à l'obsession. Ils calculaient tout, pesaient tout, archivaient tout. Leur bureaucratie était d'une efficacité remarquable. Leurs institutions étaient conçues pour éviter les erreurs individuelles. Et pourtant, ils furent incapables de voir que leur modèle économique devenait obsolète. Ils furent incapables de se réformer à temps. La rationalité ne protège pas contre l'aveuglement collectif. Parfois, tout un système peut être rationnel dans ses opérations quotidiennes et complètement irrationnel dans sa trajectoire à long terme. L'architecture de Venise, ces palais qui semblent flotter sur l'eau, ces ponts qui enjambent les canaux, ces ruelles étroites qui débouchent soudain sur des places ensoleillées, tout cela n'était pas seulement esthétique, c'était fonctionnel. La beauté vénitienne était une beauté utilitaire. Les palais avaient des entrepôts au rez-de-chaussée, des bureaux au premier étage, des appartements au-dessus. Les façades décorées signalaient la richesse et le statut du propriétaire, attirant les clients et les partenaires commerciaux. Les églises somptueuses affirmaient la puissance de la République face aux autres États chrétiens. Même le carnaval, apparemment frivole, servait à relâcher les tensions sociales, à permettre aux classes inférieures de se défouler de manière contrôlée, évitant ainsi les révoltes. Les Vénitiens ne construisaient pas de monuments à la gloire militaire, pas d'arc de triomphe, pas de statues équestres de généraux. Leur seul monument vraiment militaire était l'arsenal, et même celui-ci était avant tout un outil économique. Les vrais monuments de Venise étaient commerciaux. La place Saint-Marc, où les marchands se rencontraient, le Rialto, où les affaires se concluaient, les Fondacci, où les biens s'échangeaient. Cette absence de glorification militaire est révélatrice. Pour Venise, la guerre était un mal nécessaire, pas une valeur en soi. L'honneur guerrier, si important pour les aristocraties féodales, ne comptait pas pour les patriciens vénitiens. Ce qui comptait, c'était le bilan financier. Cette mentalité marchande imprègne toute la culture vénitienne. Même la religion était soumise à la logique du profit. Les reliques de saints étaient des investissements. Elles attiraient les pèlerins qui dépensaient de l'argent. Les églises richement décorées signalaient la piété de leurs donateurs, mais aussi leur richesse. Les processions religieuses étaient des démonstrations de puissance collective. Quand le doge sortait en grande pompe, entouré de tout l'appareil d'État, il ne célébrait pas seulement Dieu. Il rappelait à chacun que Venise était riche, puissante, organisée, terrifiante. Les Vénitiens avaient un proverbe. Prima Venetiani, poi Christiani. D'abord vénitiens, ensuite chrétiens. Ce proverbe résume leur mentalité. La loyauté envers la République passait avant tout, même avant la foi. Quand le pape excommunia Venise en 1606, à cause d'un conflit juridictionnel, les Vénitiens ignorèrent l'excommunication. Les prêtres continuèrent à dire la messe, les fidèles continuèrent à fréquenter les églises. Le théologien Paolo Sarpi défendit l'indépendance de Venise face à Rome avec des arguments qui préfiguraient la séparation de l'Église et de l'État. Le pape finit par céder. Venise avait affirmé sa souveraineté absolue, même face au pouvoir spirituel suprême de la chrétienté. Cette indépendance farouche était peut-être la caractéristique la plus profonde de Venise.
Jamais soumise totalement à aucun empire, jamais vraiment alliée à aucune puissance, toujours en équilibre, toujours en négociation. Cette position intermédiaire était épuisante. Elle exigeait une vigilance constante, une diplomatie incessante, une capacité à changer de camp au bon moment. Mais elle permit à Venise de survivre. Pendant que les autres cités italiennes tombaient sous la domination étrangère, française, espagnole, autrichienne, Venise restait libre. Jusqu'à la fin. Et quand la fin vint, elle fut curieusement banale. Pas de siège épique, pas de bataille décisive, pas de destruction. Juste un vote, un document signé, un doge qui retire son chapeau. Peut-être était-ce approprié. Venise avait été construite par des décisions collectives, des votes, des traités. Il était logique qu'elle meure de la même manière. Les derniers patriciens qui votèrent l'autodissolution, savaient-ils ce qu'ils faisaient? Comprenaient-ils qu'ils mettaient fin à plus de 1000 ans d'histoire? Ou pensaient-ils simplement qu'ils s'adaptaient, une fois de plus, aux circonstances changeantes? Nous ne le saurons jamais vraiment. Ce que nous savons, c'est que Venise a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Ses techniques commerciales, ses institutions politiques, son art, son architecture, sa musique ont influencé l'Europe entière. Des mots vénitiens sont entrés dans toutes les langues européennes. Arsenal, quarantaine, ghetto, gazette, ballotage. Des pratiques vénitiennes sont devenues des standards internationaux. La comptabilité en partie double, les lettres de change, les assurances maritimes. Des idées vénitiennes ont nourri la pensée politique, la séparation des pouvoirs, les contre-pouvoirs institutionnels, le gouvernement mixte. Mais au-delà des héritages tangibles, Venise nous laisse une question troublante. Qu'est-ce qui fait qu'une civilisation survit ou meurt? Venise avait tout pour échouer dès le départ. Pas de ressources naturelles, pas de territoire défendable, pas de population nombreuse. Et pourtant, elle a prospéré pendant plus de 1000 ans. D'autres États, apparemment plus forts, se sont effondrés bien plus vite. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'organisation? L'adaptabilité? La chance? Probablement un mélange des trois. Mais peut-être aussi quelque chose de plus intangible. Une identité collective forte, un sentiment partagé que Venise était spéciale, unique, destinée à durer. Cette croyance elle-même a peut-être contribué à la durabilité de la République. Tant que les Vénitiens croyaient en Venise, Venise existait. Quand cette croyance s'est érodée, au XVIIIe siècle, Venise a commencé à mourir. Les patriciens eux-mêmes ne croyaient plus vraiment à la République. Ils jouaient encore leur rôle, siégeaient encore au Grand Conseil, votaient encore les décrets. Mais c'était devenu un rituel vide. Ils savaient que Venise était devenue irrelevante. Alors pourquoi se battre pour la préserver? Pourquoi risquer quoi que ce soit? Mieux valait négocier une capitulation honorable, préserver ses biens personnels, s'adapter au nouveau monde qui émergeait. Ce pragmatisme avait toujours été une force vénitienne. À la fin, il devint une faiblesse. Parce que parfois, survivre exige plus que du pragmatisme. Parfois, il faut de l'irrationalité, de la passion, de la volonté de se battre même quand c'est mathématiquement stupide. Venise n'a pas eu cette volonté en 1797. Elle s'est éteinte doucement, presque avec soulagement. Peut-être les patriciens étaient-ils simplement fatigués. Fatigués de jouer un rôle dans un monde qui ne les comprenait plus. Fatigués de défendre un système que même eux trouvaient dépassé. Alors, ils ont voté pour en finir. Et la République de Venise, cette chose improbable qui avait défié toutes les lois de l'histoire et de la géographie pendant plus de 1000 ans, a simplement cessé d'exister. Aujourd'hui, quand nous marchons dans les rues de Venise, quand nous prenons un vaporetto sur le Grand Canal, quand nous nous perdons dans le labyrinthe des Calli et des Campielli, nous marchons dans un musée à ciel ouvert.
Chaque pierre raconte une histoire. Chaque palais était le siège d'une famille dont les navires sillonnaient la Méditerranée. Chaque église abritait des œuvres d'art financées par le commerce des épices. Chaque pont enjambait un canal qui fut autrefois une artère commerciale vitale. Mais tout cela est mort. Venise aujourd'hui est une ville fantôme, habitée par des touristes et des souvenirs. Les vrais Vénitiens sont partis. Ils vivent à Mestre, sur la terre ferme, dans des immeubles modernes, loin de la beauté et de la décadence de la cité historique. Est-ce une tragédie ? Peut-être. Mais c'est aussi une forme d'immortalité. Venise est morte, mais elle n'a pas été détruite. Elle est là, intacte, préservée, visitable. Des millions de personnes viennent chaque année rendre hommage à cette ville qui n'existe plus. C'est plus que la plupart des civilisations peuvent espérer. Rome fut conquise et reconstruite tant de fois qu'il ne reste presque rien de la Rome antique. Constantinople est devenue Istanbul, une métropole moderne qui a effacé presque toutes les traces de son passé byzantin. Mais Venise est restée Venise. Une Venise morte, certes, mais reconnaissable. Une Venise que Casanova reconnaîtrait. Une Venise qui ressemble encore au tableau de Canaletto. Peut-être que c'est le vrai triomphe de Venise. Non pas d'avoir dominé les mers pendant 1000 ans, mais d'avoir créé quelque chose de si beau, de si unique, de si mémorable, que même après sa mort politique, elle continue de fasciner, d'attirer, d'inspirer. Les empires disparaissent, les richesses se dissipent. Les flottes pourrissent. Mais la beauté reste. Et Venise, quelle que soit sa moralité douteuse, quelle que soit son exploitation commerciale, quelle que soit sa décadence finale, a créé de la beauté. Une beauté étrange, artificielle, construite sur la boue et l'eau salée, mais une beauté néanmoins. Voilà pourquoi nous continuons de raconter l'histoire de Venise. Non pas parce qu'elle nous enseigne des leçons morales claires, non pas parce qu'elle offre des modèles à suivre, mais parce qu'elle nous montre ce que les humains peuvent accomplir quand ils refusent d'accepter les limites apparentes de la nature. Les premiers Vénitiens auraient pu rester sur la terre ferme, se soumettre aux envahisseurs, disparaître dans l'histoire. Au lieu de cela, ils sont allés dans la lagune, ont enfoncé des pieux dans la boue, ont construit une ville impossible, ont créé une république improbable, ont dominé des mers qu'ils n'auraient jamais dû contrôler. C'était fou, c'était audacieux, c'était magnifique. Et pendant plus de 1000 ans, ça a marché. Ce n'est pas rien. Si vous avez des suggestions pour de nouvelles histoires à explorer, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un like si cette plongée dans l'histoire de Venise vous a plu. Merci de votre écoute.